Je vais essayer d'interrompre Michel pour qu'on commence. Donc Michel, s'il te plaît, et j'ai la chance d'animer une table ronde où je n'ai que des participantes. Donc la parité est totalement assurée. Hein. Je disais que la marité, hein, c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier, puisqu'on a eu 5 femmes qui se sont succédées, ce qui était une première. Donc Marie, si tu veux nous rejoindre, Raphaël aussi et Claudie, installez-vous. Vous avez un micro qui vous attend. Voilà, et en fait, nous avons 3 femmes et 3 femmes ingénieures, toutes ingénieures. Juste pour compléter et faire la transition par rapport à la table ronde que nous avons eue juste avant, effectivement, le logement social ou le logement intermédiaire, c'est réconcilier l'économique et le social. Une grande gageure lorsque les ressources se passent au tarif, mais en tout cas, c'est plus compliqué de se financer. Et avec une inflation qui fait que les locataires ont du mal à assurer leurs engagements. Alors, la table ronde s'appelle « Numérisation comme source de performance ». On va peut-être s'éloigner de la gestion de la dette, qui est une activité majeure, pour aller vers comment, finalement, avec le risque d'impayé qui risque de se développer, avec... J'ai bien aimé cette offre négative que le logement social connaît depuis toujours, c'est-à-dire qu'il y a une pression de la demande qui est tout le temps juste 10 ans d'attente pour obtenir un logement social en Ile-de-France. Et en moyenne 5 sur la France métropolitaine. Alors certes, il y a des marchés détendus. Alors, dans cette contraction des contraintes, eh bien, comment la numérisation peut être source de performance, mais opérationnelle. C'est-à-dire que comment l'entreprise, de façon endogène, peut imaginer, et quand on dit numérisation, je laisserai Raphaël, Claudie et Marie nous dire rapidement ce qu'elles entendent par numérisation, par cette définition, et comment la digitalisation, le numérique, concrétisé par cette numérisation peut permettre à l'entreprise d'augmenter sa performance interne face à cette contracture qui, au-delà de la gestion de la dette, agit sur les gains de productivité et agit aussi sur la maîtrise de la dépense technique, qui est l'autre flux constant et permanent que vivent les bailleurs sociaux et le logement intermédiaire, et dans un objectif de réduction et d'optimisation des charges. Alors, il faut savoir, et vous le savez un peu toutes et tous, que le logement social a été précurseur et pionnier dans cette aventure de la numérisation. Il y a dans la salle des témoins qui pourraient parler de leur expérience qui a plus de 10 ans. Et finalement, comment maintenant éclairer l'ensemble du secteur sur les résultats, soit obtenus, soit envisagés, en tout cas en termes de cible. Quel retour sur investissement dans le cadre de la mission d'intérêt général? Et puis finalement, est-ce que cette innovation dont parlait M. Bouzou juste en conclusion, le numérique, peut être au service de l'utilité générale? Voilà, c'est l'éclairage croisé que nous allons pratiquer dans cette table ronde. Donc je vais rapidement présenter chacune des personnes qui, à leur tour, présenteront un peu leur société. Et je vais commencer par Marie Lefebvre-Sousse. Alors, je disais ingénieur et un parcours surtout qui vient, puisqu'on va vers le numérique, qui vient du monde de l'exploitation, de la construction, du développement, pour aboutir sur des activités autour de la gestion locative, de l'exploitation et de la gestion, et qui est aujourd'hui présidente d'INLI PM et membre du CODIR d'INLI. Nous avons que Raphaël qui est au milieu, Raphaël Ravatin, que je connais très bien puisque je travaille avec elle, qui est ingénieur et qui est responsable de la Data Factory et du Delivery chez Stonal, et qui est donc au cœur des processus et de l'organisation des processus de production de données, Data Factory, usine à données. Et Claudie qui est ingénieure aussi, mais du monde de l'informatique, et qui a toujours évolué dans l'informatique décisionnelle, donc la data, ça te parle, et qui est aujourd'hui directrice du numérique et des systèmes d'information de Promologie et membre du CODIR.
Donc je vais poser la première question à Marie. Eh bien Marie, une fois qu'on a dit ça, INLI, c'est quoi? Et qu'est-ce que vous faites en ce moment autour des questions autour de la numérisation? Bonjour à tous. Donc, alors INLI, c'est une filiale immobilière du groupe Action Logement qui a été créée en 2017 et qui est née de la fusion de 5 autres sociétés pour créer une filiale qui soit dédiée au logement intermédiaire. INLI, 5 ans après, c'est 40 000 logements, donc 40 000 logements en patrimoine et gérés par INLI. Et c'est également 8 000 logements qui sont gérés par INLI PM pour le compte des foncières qui ont été créées ces dernières années. INLI, c'est surtout un plan stratégique, un plan de développement extrêmement ambitieux. Je pense qu'on a beaucoup parlé ces dernières années. C'est l'ambition d'aller développer 80 000 nouveaux logements en Ile-de-France pour les jeunes actifs et les classes moyennes. Donc, plan de développement qui a été lancé en 2018. Donc, 4 ans après, on a déjà engagé 20 000 logements. Donc, c'est la première étape qui a été faite. Il en reste encore 60 000 devant nous. Mais on a fait une belle première étape. Et c'est un plan de développement avec une ambition un peu différente, d'essayer de financer ça un peu différemment et en autonomie. Et l'idée, c'est sur ces 80 000 logements, c'est que 35 000 logements soient financés par INLI, sur son bilan propre, et 45 000 logements soient financés par des foncières de développement, dans lesquelles INLI sera investisseur, à hauteur de 15 à 25%, et le reste du tour de table sera fait par des grands investisseurs institutionnels. C'est ce qu'on a fait en 2021. On a créé 2 premières foncières, une qu'on appelle Chronos avec AXA et l'autre qu'on appelle APEC avec Primonial. On a créé 2 véhicules dans lesquels INLI est investisseur à 25%. Donc c'est très intéressant pour nous, parce qu'au final, là où un logement nous coûte 250, 280 000 euros, on n'en paye que la part qui est effectivement dans le véhicule. Mais l'intérêt de créer ces foncières, c'est de garder la gestion. Donc on a créé en 2020 INLI PM, donc c'est vraiment une société nouvelle qui a été créée au sein du groupe, en se disant qu'on avait une vraie capacité à gérer, une vraie expertise métier, et qu'on allait maintenant devenir l'administrateur de biens de ces grandes foncières, et qu'on devrait monter en expertise, en compétences et en performance pour être non pas faire de la gestion pour compte propre, mais être le gestionnaire des investisseurs institutionnels. Donc c'est vraiment une mécanique qu'on a mis en place il y a 2 ans de ça, donc tout est très nouveau, hein. Aujourd'hui, INLI PM, on a 3 mandats de gestion, 8 000 logements. L'année prochaine, on va passer à 16 000, donc ça va très très vite, hein. On me posait la question aujourd'hui en disant « Vous êtes combien ?» On est 110. On a démarré il y a 1 an et demi, on était 3. Donc ça va très très vite. Et du coup, les enjeux de transformation qui vont très vite aussi, parce qu'on a choisi de créer INLI PM pour se dire comment est-ce qu'on accélère justement sur ces questions de digitalisation et de numérisation. Donc comment est-ce que la data qui est dans nos ERP, comment est-ce que je la transfère dans un autre ERP? Comment la data, est-ce que j'arrive à la fiabiliser, la sécuriser et à l'exploiter en temps réel? Et comment ce temps réel devient un outil de pilotage pour mes collaborateurs, et pas que pour mes assets, ou pas que pour la direction? Comment le gardien sur site a en temps réel la data, et comment cette data devient un outil de pilotage de sa propre activité? Donc il y a ces sujets-là. Et après, on s'est rendu compte aussi, en créant les foncières de développement, et on en parlait tout à l'heure, qu'on a mis un temps fou à aller créer Data Room. Voilà, pour aller vendre 5 000 logements, on a mis 18 mois. 18 mois pour aller monter une Data Room, pour aller sortir les actes de juridique, les servitudes, les plans, les DE. Autant vous dire que tout est dans les dossiers papier qu'on a dû numériser, et on l'a fait. Et on s'est rendu compte que le travail qu'on avait fait avait apporté énormément de valeur, parce qu'au final, on a crédibilisé le portefeuille qu'on a vendu. Et ce travail-là, aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'on capitalise et comment ce travail manuel qu'on a fait, parce qu'on a recruté plein de petits bonshommes qui sont allés fouiller dans les papiers, comment est-ce qu'on arrive à travailler différemment? Parce que ce modèle de financement, c'est un modèle de financement récurrent. Maintenant, tous les 2 ans, INLI va faire une foncière de développement, va signer un nouveau mandat, va mettre en vente aux locataires. Donc la question de la gestion de la data, réussir à l'exploiter en temps réel et pas aller fouiller dans les cartons, il y a vraiment un enjeu majeur de transformation et d'accompagnement. Rapide, mais... Merci Marie. Et surtout ces cartons qui étaient là, que personne n'utilisait et finalement n'étaient pas regardés avec une valeur particulière. Absolument pas. Et ça devient un gisement très considérable. Ça devient un gisement, et au-delà d'un gisement, c'était une nécessité. C'est qu'à bout d'un moment, quand on a décidé de mettre en vente, on s'est dit on n'a pas le choix que d'aller raconter l'histoire de notre patrimoine. Et pour raconter l'histoire, vous avez beau le meilleur propriétaire du monde, il faut l'objectiver par des faits.
Quand on nous a dit il faut ressortir les permis de construire, les arrêtés, les DO, les DUO, et qu'on s'est dit mais attends, c'est pas possible, sur 6000 logements, on a dû le faire, mais ça a été un temps incroyable. Et la leçon qu'on a tirée, c'est de se dire dorénavant, il faut qu'à chaque fois qu'on intègre un immeuble, parce que INI, c'est de la cession, mais c'est aussi du développement. Chaque année, on récupère 4000 logements en livraison. Donc ça veut dire que quand un logement rentre chez nous, il faut qu'il rentre de la bonne manière. C'est pas tout de le prendre en gestion. Il faut que la data soit propre, qu'elle soit enregistrée, que tous les documents soient numérisés, qu'on ait une nomenclature, que n'importe qui puisse les retrouver et qu'on n'ait pas 50 visions ou 50 versions du même document. Ça, c'est des choses qui paraissent basiques, mais quand on doit essayer de remonter la donnée et qu'on n'y arrive pas et qu'on se retrouve à devoir repayer, enfin, c'est très simple, hein. On a racheté des DPE, on a racheté des diagnostics amiantes alors qu'on les avait, mais on n'arrivait pas à les retrouver. Et puis de toute façon, on passait un temps fou à devoir les classer. Donc on s'est repayé des choses pour se faire plaisir, hein. Donc ça, c'était aussi quelque chose, une vraie conviction en se disant, mais le temps qu'on a passé et l'énergie qu'on a déployée et les coûts de préparation, il faut qu'on arrive à travailler différemment, notamment à travers le patrimoine neuf qui arrive, qu'on ne recommence pas en fait les erreurs du passé. Et je vous dis, on a ça pour la vente aux investisseurs, mais on a également ça pour la vente aux particuliers. On prépare 4000 logements à la mise en vente aux particuliers, mais le travail il est le même. Aujourd'hui, on se fait accompagner là-dessus parce qu'on n'a pas les ressources en interne pour aller fouiller. Donc on prend des collaborateurs, enfin des prestataires qui viennent éplucher nos documents. Enfin, c'est juste, ça paraît absolument délirant en fait. Et d'autant qu'aujourd'hui, vu qu'on est dans une dynamique, je vous dis, de croissance et de cession, il faut qu'on arrive à travailler différemment notre data. Et la data, c'est pas que le papier, hein, parce qu'évidemment qu'il y a la question du papier, mais c'est tout le reste. C'est les caractéristiques des logements. Quand on a passé notre temps à recompter les lots, à dire mais on a 5859 ou 5857, les box ils sont où, les caves, c'est pas normal en fait. Et quand on passe notre temps à aller demander aux gardiens d'aller recompter, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien en fait. Donc voilà, où est la donnée, les tableaux Excel, ça ne sert à rien, parce que voilà, je pense que ça ne sert à rien, et qu'au bout d'un moment, on a des ERP extrêmement puissants. Donc ça, c'est la conscience aussi qu'on a des outils chez nous qui sont extrêmement puissants. ICO, c'était un outil puissant. Moi, j'ai fait le choix de basculer sur AltaX parce que je voulais partir d'une page blanche. Et c'est toujours intéressant de partir d'une page blanche, de se dire, mais quelle est la feuille de route que j'ai écrite ? Et du coup, comment est-ce que je travaille mes processus métiers ? Comment je ne subis pas un outil ? Souvent, on dit chez nous, mais tu sais, ça fait 50 ans qu'on a ICO, et on a mis des couches et des couches et des couches, donc on ne peut plus rien faire. Donc, c'était assez intéressant de se dire aussi, je prends un outil qui est vierge et que je paramètre en fonction de mes besoins, de mon envie, de ma stratégie. Et puis ce que je disais aussi à Jean-Philippe, c'est que ce qui est intéressant, c'est comment cette donnée qui est un peu brute, comment est-ce que je la fais parler à des collaborateurs qui ne sont pas des contrôleurs de gestion. Et on a quand même des outils extrêmement puissants aujourd'hui. Power BI, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert quand je suis arrivé à la gestion. Pouvoir accrocher Power BI à un outil comme ICO, c'est AltaX, transformer la donnée quotidiennement en camembert avec des codes couleurs. Enfin, c'est simple, hein, c'est visuel. Et c'est plus intéressant de le donner à des collaborateurs sur le terrain qu'à un codir qui regarde les chiffres tous les mois, en fait. Donc, je trouvais ça assez intéressant aussi de se dire comment on donne des outils d'aide à la décision aux collaborateurs. Comment un collaborateur sur le terrain, il a 15 logements vacants et il se dit par où je commence ? Là, il a des codes couleurs sur par où il commence, qu'est-ce qui a plus d'impact qu'un autre logement sur la vacance financière, et comment on traduit des choses un peu financières en décisions un peu pragmatiques. Et donc Power BI, c'est assez intéressant parce que ça peut être utilisé par n'importe qui. Une vision très micro sur un lot, sur un immeuble, sur un patrimoine, et du coup de se dire que la vision entre le propriétaire, l'asset, le PM, et le gardien soit la même, c'est assez intéressant quand même. La force de la data en fait. Et la data rafraîchit tous les jours. Ça c'est quand même très, très intéressant quoi. Et c'est des choses qu'on n'avait pas forcément mis en branle chez nous parce que ça paraissait d'un autre monde en fait. En se disant mais nous, bailleurs sociaux, on n'a pas besoin de ça. On a nos tableaux Excel, on a nos BO qui vont bien et nos reporting. Mais de se dire qu'on travaille sur un temps quotidien avec des outils en mobilité, qu'on a tous nos tableaux sur nos téléphones. Donc je suis dans un logement, je clique sur mon logement, j'ai l'info qui se calcule. En fait, c'est assez génial et c'est pas compliqué à faire. Par contre, il y avait vraiment cette notion de j'exprime un nouveau besoin. Comment moi, métier, j'arrive à la gestion, comment est-ce que j'ai envie de travailler et comment pour mieux travailler ou prendre des décisions de quel type de données j'ai besoin en fait. Et donc on est reparti de ça. Il y a 2 ans qu'on a monté une IPM de se dire mais en fait, pour être au rendez-vous sur les différents indicateurs et pour prendre les bonnes décisions, de quelle information j'ai besoin en temps réel quand je suis un gardien, un coordinateur de charge, quelqu'un en recouvrement. Et on a repris tout le sujet à l'envers et de se dire, en fait,
oui, c'est intéressant la vacance, mais au final, ça ne me parle pas. Moi, dans ma vie à moi, de collaborateur, de quelle information j'ai besoin pour mieux agir. Et c'est vrai de reprendre tout le système dans l'autre sens, ça nous a permis aussi de paramétrer AltaX avec la vision qu'on en avait. Et ça reste un outil qu'on a paramétré et qui va évoluer l'année prochaine, dans 2 ans, mais ça reste un outil. Je dis souvent aux équipes, je dis un outil qui reste sur la table, c'est pas un outil. Hein. Donc quand je vous donne un outil, il faut que vous l'affûtiez et il faut que vous le mettiez dans votre boîte à outils. Parce que si ça reste l'outil de Marie, ça sert à rien en fait. Donc aussi c'est ça, c'est la transmission de l'outil pour que les équipes soient convaincues que ce soit un outil qui est à leur disposition en fait. Et ça c'est vraiment une notion aussi de transformation des métiers et comment le numérique qui paraît un peu très loin en fait du quotidien des métiers et de la gestion se rapproche et devient un vrai outil de pilotage de l'activité, quoi. Merci Marie. Alors, ça fait écho un petit peu, Claudie, du côté de Promologie. Ce sont aussi des tendances qui se dessinent. Hein. Vous êtes en pleine construction de la data. Donc, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis la directrice du numérique des systèmes d'information de Promologie. Donc, Promologie, nous sommes un bailleur social, une ESH, affiliée au groupe Action Logement. On gère un patrimoine sur toute l'Occitanie. Donc, effectivement, je viens de Toulouse. Il paraît que ça s'entend. Je ne sais pas, peut-être pas. Si, ça s'entend. Ça s'entend. Un petit peu. Du coup, effectivement, tout ce qui vient d'être dit, je partage. Hein. Donc, Promologie, nous sommes arrivés à un constat lorsque j'ai rejoint l'équipe Promologie il y a 5 ans, suite à un schéma directeur informatique qui avait été fait. La question s'est posée de comment accompagner les métiers à gagner en efficience. Donc, c'était la première question. Donc, on est parti d'un constat qu'on avait un ensemble de données et de données de gestion qui étaient relativement importantes et intéressantes. Par contre, toutes les données techniques de notre patrimoine, on ne les avait pas, on ne les connaissait pas. Et toutes ces informations-là existaient, bien sûr, mais existaient sur papier. Donc, tout ce qui vient d'être dit, je partage. Hein. Les données, elles sont où? Le plan, il est où? C'est sur du papier, dans un stock, on l'a perdu, il y a eu un incendie, machin. Donc voilà, donc tout ça, c'était un petit peu compliqué. À cette réflexion-là, de la donnée, elle est où, est arrivée une réflexion qu'on a menée en parallèle sur la politique du zéro papier, donc arriver à numériser toutes les informations autant que possible. Donc, partant de ce constat-là, effectivement, on s'est dit la donnée, il faut qu'on la constitue. Donc, ce qui était extrêmement important, c'est d'avoir une donnée de qualité. Donc ça, c'est le point principal, parce qu'avoir de la donnée pour la donnée, ça ne sert à rien dans la mesure où elle n'est pas vérifiée. Donc notre objectif a été de construire un référentiel de données. Ça a été notre premier sujet. Et on s'est attaché à définir un référentiel transverse, partagé par tous. Et dès le départ, à se préoccuper de savoir comment on allait maintenir ce référentiel à jour. Parce qu'on s'est bien rendu compte que la montagne était haute, que la numérisation, il fallait qu'on la fasse. Par contre, arriver à numériser toutes ces informations, si on ne les maintient pas à jour au quotidien, mais dès le début, dès qu'on se lance dans le projet, on pensait qu'on allait perdre du temps, que ça allait servir à rien. Donc notre première réflexion a été de travailler sur l'intégration de toute notre donnée numérique au sein de notre système d'information. Donc de regarder quelles allaient être les interconnexions entre toutes les applications, entre notre ERP et entre toutes les applications qui allaient venir et qu'on allait mettre dans les mains de nos collaborateurs. Donc on partait sur effectivement une digitalisation des process et des applications. Donc on a mis en place des tablettes, on a mis en place plein de choses. Et toutes ces applications-là au service de la mise à jour de notre référentiel de données. Donc on s'est lancé dans un chantier de numérisation. Donc Promologie, c'est 30 000 logements qu'on va atteindre en 2022. Donc voilà, beaucoup de cartons à aller chercher. Donc ça, c'est un gros sujet. Donc effectivement, on se fait accompagner dans cette partie-là pour aller vider nos archives. Donc on en profite effectivement en vidant nos archives, on numérise et on digitalise tous nos documents. Donc on met effectivement un certain nombre de documents en GED pour pouvoir après analyser ces données. Et on a confiance dans le pouvoir de la donnée, dans l'analyse de la valeur. Il faut se dire, une fois qu'on aura tout ça, on va pouvoir faire tourner des petits moteurs d'intelligence artificielle qui vont être à notre service, au service de nos collaborateurs. Merci. Je reprendrai la phrase de votre directeur général, Philippe Pacheux, qui nous disait en général, on sait où on veut aller, c'est assez clair. Par contre, on ne sait jamais d'où on part. Et il résumait effectivement votre projet sur cet aspect-là, c'est-à-dire essayons de savoir d'où on part. Et à partir de là, on va pouvoir décliner des stratégies immobilières en stratégies opérationnelles.
Merci. Alors Raphaël qui était bien placé finalement au milieu des deux, puisque toi tu fais, toi tu produis, toi tu développes des méthodes et ça te parle, hein, les archives, les données. Oui, c'est notre quotidien, effectivement. Alors 3 mots sur ce qu'on fait chez Stonal. Donc en fait, nous on numérise le patrimoine et ce patrimoine numérisé, on le pose sur une plateforme. Et puis, quand on le pose sur une plateforme, on va réfléchir à ces leviers de performance, d'optimisation, de gain de valeur métier avec les équipes. Et du coup, on est spécialisé sur ces 2 axes. La donnée, du coup, on a des data managers, on travaille avec des documentalistes, des dessinateurs, et puis la valeur. Donc là, on est sur les chefs de projet, les consultants qui vont faire parler cette donnée, et puis mettre en place tous les processus qui vont permettre de effectivement la fiabiliser et faire en sorte que sa donnée, elle est exploitable. Alors effectivement, le premier sujet quand on arrive, c'est d'où on part. Donc il y a ce sujet des cartons, on n'a pas le choix. Le sujet, donc on va organiser les équipes pour aller collecter, numériser, comprendre où sont les données, sous quel format, à qui elles servent, etc. Donc c'est un vrai, une vraie overview de comment fonctionne toute l'entreprise en fait, et à qui sert cette donnée, et où sont les points d'incohérence détectés par les métiers sur les données. Pour faire ça, le sujet c'est le temps. Pour faire ça rapidement, on travaille énormément sur nos outils de collecte, d'analyse. Donc on est assisté par des outils qui vont nous aider à collecter la donnée, à la classer, à la ranger, avec des moteurs d'intelligence artificielle qui vont pré-identifier les documents, en extraire la donnée, les pré-classer, etc. Alors une machine, on la fait pas travailler toute seule, faut la piloter. Mais l'important, c'est qu'elle va nous traiter, je ne sais pas, même si c'est que 50% de la documentation initiale, c'est déjà ça. Et puis, en fait, le sujet de où on part, pour savoir d'où on part de manière transverse, il faut mettre tout ça dans un seul référentiel. Il n'y a qu'en mettant tout ça dans un seul référentiel qu'on va savoir croiser les informations. Et alors, après, il y a tout le sujet de la cohérence, de la fiabilité. Et ça, c'est un travail monstrueux. Et là, c'est pareil, on travaille énormément sur nos outils, des outils qui vont nous aider à détecter des conflits de données, à extraire de la donnée. Donc, pareil, des outils qui vont nous assister de manière automatique dans un premier temps, pour au moins avoir les alertes sur des règles métiers, si on regarde, je sais pas, un patrimoine de 300 résidences, disons qu'on a 3000 documents, ça nous fait 900 000 documents à classer, à ranger. Et il y a ce sujet de la structuration. Avant de démarrer tout ça, il faut définir effectivement ce référentiel. Comment je vais structurer ces données, ces documents, pour que le patrimoine il soit regardé de la même manière tout le temps. Alors il y a forcément ça marche pas tout le temps, mais il faut se mettre dans cet objectif-là. Donc quand on a fait tout ça, on travaille sur la performance derrière. Donc les axes de performance qu'on identifie, c'est d'abord la performance opérationnelle, la donnée. Quand elle est disponible au travers de la plateforme, c'est qu'elle a été checkée, donc elle est juste. Donc j'arrête de me poser 50 questions sur est-ce qu'elle est fiable ou est-ce que je vais aller la chercher, etc. J'ai effectivement tous ces sujets de reporting. Cette plateforme, je l'ai branchée à des outils de BI qui vont me permettre de sortir les indicateurs qui me permettent qui m'alimentent au quotidien. Donc mon temps de travail, il est plus sur la constitution de ces indicateurs, il est sur l'exploitation. Sur tous les processus d'acquisition, cession, etc. J'ai constitué ma data room au fur et à mesure, j'ai mis en place les process qui vont bien. Donc j'ai entre guillemets juste à partager les bons documents au bon moment quand j'en ai besoin. Et il y a vraiment, en fait, il y a ces 2 axes. Il y a comment je suis efficient dans la partie numérisation initiale, donc avec tous ces outils, et après comment je suis efficiente sur j'ai constitué cette base, comment elle perdure, mon processus d'acquisition, comment je fais rentrer la bonne donnée au bon moment, etc.
Donc performance opérationnelle, la maîtrise des coûts d'exploitation et d'investissement. J'ai numérisé, le sujet c'est maintenant je connais mes quantitatifs, mes métrés. Je vais pouvoir on va dire, optimiser les travaux, les commandes, les charges, etc. Si, pareil, j'ai 300 résidences, disons que j'ai 10 contrats sur chaque résidence, et ben j'ai quand même 3000 contrats. Si j'en optimise que 10%, j'ai quand même travaillé sur 300 contrats. Et puis, on a aussi la performance réglementaire, environnementale. Ce patrimoine numérisé, il va alimenter tous les processus métiers et il est essentiel pour rester compliant vis-à-vis des évolutions réglementaires et puis des enjeux environnementaux. Les nouveaux DPE, par exemple. La méthode de calcul change. Maintenant, le calcul se base sur la connaissance de mon patrimoine physique. Qu'est-ce que j'ai comme isolation, comme type de fenêtre, comme système de chauffage. Les durées de validité qui ont changé aussi. Donc voilà. Donc si j'ai toute cette information et la connaissance de quel DPE j'ai, quelle est leur date d'obsolescence, je vais aller beaucoup plus vite dans la compliance vis-à-vis de la réglementation. Voilà ce qu'on essaye de travailler avec les équipes et nos partenaires. Bah, très bien, merci. Moi, je rajoute une petite question. Responsable de la Data Factory, donc usine à data. Est-ce qu'on arrive à des processus industrialisables et industrialisés ? C'est effectivement c'est l'objectif. En fait, on passe notre temps effectivement à regarder comment les équipes travaillent, nos clients, où sont les données. Et il y a sur ce truc l'industrialisation, le sujet c'est comment je capte la donnée au quotidien et comment je la fais remonter. Alors on travaille sur de l'outillage auprès des gardiens. On travaille sur des processus avec toutes les parties prenantes que nos clients avec lesquels ils travaillent, avec tous leurs prestataires. Et voilà, on essaye d'identifier ces méthodes. Et puis, en fait, il y a deux types de processus. Il y a les processus humains. Là, il y a un trou dans ce processus humain qui fait qu'à un moment, il y a une rupture dans la chaîne. Et puis, il y a les processus informatiques. Je fais circuler toute cette donnée et à quel moment je place mes points de contrôle pour servir au mieux mes métiers. Donc, on a ces deux axes-là sur l'industrialisation, effectivement. Merci. Alors, maintenant que vous êtes lancé dans l'initialisation, qu'il y a des usages chez INNI, il y a des usages qui arrivent chez Promologie, et si vous pouviez apprécier finalement le coût que vous aviez à ne pas avoir cette donnée aujourd'hui par rapport au chemin que vous avez parcouru. Alors, je pose la question à Claudie et Marie. Vous répondez comme vous le souhaitez. Claudie ? Alors, le coût à ne pas avoir ? La donnée. La donnée. Donc ça, effectivement, ce coût-là, le retour sur investissement d'un tel projet, c'est tellement important que de toute façon, on n'arrive pas vraiment à le mesurer aujourd'hui. Donc se dire, mesurer le coût de ne pas avoir la donnée, on ne l'avait pas, donc on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on perdait. Par contre, on arrive à voir qu'est-ce qu'on va gagner. Donc ça, c'est ce qui est important. C'est que le point le plus important, je pense, c'est la transversalité. La transversalité des informations, le fait qu'on partage tous la même information et qu'on évite tous les échanges qu'il peut y avoir entre deux collaborateurs qui veulent avoir une information. Là, on a un seul point, on va la chercher. Tout le monde est autonome, tout le monde a la bonne information, elle est de bonne qualité. Quand on a assuré ça, effectivement, on gagne énormément en efficience par rapport à l'ensemble des métiers des collaborateurs. Donc après, le champ des possibles, il est effectivement énorme. Donc là, on va le construire au fur et à mesure. Donc on est obligé d'adapter aussi tous nos processus parce qu'on voit que la numérisation, la digitalisation des métiers, il y a toute la partie acte technique, la partie base de données. Donc voilà, mais après, il y a tout l'accompagnement qu'il faut faire auprès de nos collaborateurs. Donc aujourd'hui, avoir le réflexe d'aller consulter le plan d'un appartement avant de s'y rendre, d'aller consulter un certain nombre de choses. C'est des choses qui ne sont pas natifs. Tous nos collaborateurs n'ont pas aussi une volonté d'utiliser les outils numériques, de partir avec des petites tablettes. Enfin, tout ça, ça s'accompagne. On voit que ça se construit au fil du temps. Et ça se construit avec des usages et un accompagnement. Et c'est ce qui est le plus compliqué, ce qui a été le plus compliqué pour nous, parce qu'on a parlé ce matin des deux crises qu'on venait de subir. Donc, on est parti avec ça, en même temps que le confinement, en même temps que plein de choses. Donc, accompagner nos collaborateurs quand on est en télétravail, en confinement,
participer à des choses. Voilà. Donc, c'était sûrement pas le moment le plus propice, mais bon, on n'a pas lâché. On a continué le projet, on a dit on y va. Et je pense qu'effectivement, le retour sur investissement, il est devant nous. Hein, donc, on commence à sentir un petit peu les choses. En tous les cas, un des points principal, c'est qu'on n'a pas fait de la numérisation de notre patrimoine pour avoir de la 3D. Ce n'est pas l'objectif, même si effectivement il y a beaucoup d'ambiguïté par rapport à ça. Tout le monde se dit on va avoir des beaux plans en 3D, on va pouvoir se promener dans les logements. Oui, bon, ok, effectivement, on va peut-être utiliser ça une fois, 2 fois, mais ce n'est pas ça. L'idée, elle n'est pas là. Elle est vraiment sur des gains de productivité et de transfert d'informations entre les services. Apprendre à travailler ensemble, la production neuve, la réhabilitation, la gestion au milieu, ce n'est pas simple. Et là, on leur dit vous allez avoir le même outil, vous allez regarder, et vous allez voir, ça va être sympa. Marie ? Je suis assez d'accord qu'effectivement, c'est pas simple de quantifier, mais moi je dirais 2 choses. On a travaillé sur 2 axes qui sont un petit peu ce que vous disiez, hein. La capacité à tout centraliser dans une GED. Donc ça, c'était déjà une première étape en se disant il n'y a pas 50 GED, il y a une GED. Et dans cette GED-là, j'ai l'intégralité de ma donnée patrimoniale et locative. Et ce qui était intéressant, et on l'a découvert, c'est qu'en fait, qui dit document numérisé, dit derrière des métadonnées. Alors, c'est un mot que je ne connaissais pas. Hein. Donc, j'ai découvert la notion de métadonnées. Dès lors qu'on met un document, en fait, on peut attacher à ce document des tas de choses. Hein. La date, effectivement, d'expiration et ainsi de suite, enfin, plein de choses. Et on s'est rendu compte, en fait, que faire ce travail-là sur 8000 logements et d'attacher à chaque document des métadonnées, bah, ce n'est pas un document qui est classé sur un réseau, c'est que je peux faire des recherches. Donc on parle de la question du DPE. Bah nous, on avait travaillé comme ça. Et à un moment donné, quand on s'est dit, bah, on est en octobre, je dis n'importe quoi, 2021, je tape octobre 2021, tous mes documents qui expirent en octobre 2021 remontent. Donc je ne suis pas en train d'aller ouvrir chacun des documents. C'est que la métadonnée me permet de faire des recherches, en fait, accélérées sur un patrimoine, un client, une date d'expiration. Donc en fait, il y a des capacités absolument délirantes qu'on n'avait jamais imaginées et exploitées. Là, c'est encore tout nouveau. Hein, quand les gens disent « mais oui, mais comment on fait ?» En fait, on a des métadonnées. Donc, en fait, il faut les faire parler. Il y a des requêtes qui sont très simples. Donc ça, aujourd'hui, on essaie de comprendre aujourd'hui à quoi ça peut servir, comment travailler différemment. Et on a un deuxième projet qui est en cours et qu'on vient de mettre en production il y a 1 mois, qui est la plateforme locataire. Donc ça fait 2 ans qu'on réfléchit à ça en se disant « il faut qu'on déporte la charge chez nos clients ». Aujourd'hui, chez INLI, on a par jour 1500 appels. Donc c'est absolument délirant. Donc on a une plateforme d'appels. Donc on a des collaborateurs qui répondent aux appels téléphoniques. 40% des questions de la part de nos clients, c'est est-ce que je peux avoir la copie de mon bail, la copie de mon avis d'échéance, ou est-ce que vous pourriez me dire quel est mon solde locataire? Donc autant dire que ça n'a aucune valeur ajoutée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, en fait, on va nettoyer notre base documentaire, on va numériser tous nos baux et on va pousser l'information à nos locataires. Donc maintenant, dans notre plateforme, donc c'est une application hein, qui est sur les smartphones, exactement comme une banque en ligne. Le client, en fait, s'est relié à notre entrepôt de données. Il a accès à son bail, donc il ne nous appelle plus pour avoir son bail. Il a accès à ses quittances, à ses avis d'échéance, à ses décomptes de charges. Il a son solde en temps réel, donc il n'a plus besoin de nous appeler pour savoir si le chèque est reçu en cours de traitement. Cette information-là, elle est poussée depuis les ERP. Donc en fait, c'était 40% de nos appels. Donc 40% des appels devraient quand même baisser, ce qui veut dire que pour les équipes, c'est la grosse inquiétude en disant mais qu'est-ce qu'on va faire dorénavant? En fait, ils vont continuer à faire, si ce n'est qu'ils vont répondre à des questions intéressantes. Donc du coup, ils vont pouvoir monter en compétences. Et le client, quand il va nous appeler, c'est pas pour une question basique, c'est pour une vraie question technique qui lui nécessite un échange humain avec un gestionnaire. Et ça, c'est intéressant. De se dire, au final, le but, c'est pas d'être moins, mais c'est que les collaborateurs puissent répondre à des questions plus qualitatives et que cette notion de proximité, de fluidité, de rapidité, au final, la digitalisation, moi, ce que je dis souvent, c'est pas pour qu'on soit moins proche de nos clients, c'est pour qu'on soit plus proche de nos clients. C'est on digitalise, donc on apporte de l'information, on apporte de la donnée, mais on est là. Mais quand on est là, on a une vraie valeur ajoutée sur l'accompagnement, quoi. Et donc, voilà, tous les projets, en fait, de data sont très imbriqués. Hein. Pour pousser l'information au client, il faut la fiabiliser, parce qu'il n'y a rien de pire que de pousser la fausse information à son client. Si vous lui dites qu'il est dans un T4 et qu'il est dans un T5 et que le bail n'est pas le bon, vous êtes ridiculisé tout de suite, quoi. Donc là, pareil, ce travail, on l'a déployé, là. Là, on le déploie sur INLI, sur INLI PM et sur les régions. Donc on le déploie sur 60 000 logements. Autant vous dire qu'on y va avec prudence. Donc chacun déploie sur un immeuble le test
pour être sûr que ça marche bien et qu'on n'a pas de retour de bâton, et puis chacun y va voilà, étape par étape. Moi, je l'ai déployé sur déjà 1200 logements. L'effet de la chute, le nombre d'appels, c'est immédiat. Donc c'est hyper intéressant de se dire, bah déjà, on a 40% de nos clients qui ont basculé là-dessus, 40% des clients qui n'appellent plus pour ce genre de sujet. Bah, ça veut dire que la disponibilité des collaborateurs, elle est différente en fait. Quand le téléphone sonne, bah, y a une vraie question. Et du coup, il y a une vraie réponse en fait. Et ça, c'est intéressant. Et ça ne marche que si tout le travail a été fait en amont de la donnée qualifiée, au bon endroit. Voilà. Et voilà. Nous, il y a, moi, les gains immédiats qu'on observe, je reviens sur ce sujet de la documentation et des métadonnées, c'est clairement là tout de suite, parce que c'est un matériel que les gens sont habitués à manipuler. Et le pain point, il est, je sais pas où il est. Et si on a juste l'outil qui permet de savoir où il est, d'avoir extrait ces métadonnées et qu'en plus, ces métadonnées, derrière, on les fait circuler dans l'outil, on en fait du reporting, etc. Ça, c'est immédiat. Il n'y a pas besoin d'énormément d'accompagnement, en fait. Ça peut être un peu plus compliqué sur tout ce qui est modèle, maquette numérique, etc., parce que c'est des objets qu'on est un peu moins habitué à manipuler. Mais la doc, c'est effectivement phénoménal, quoi. Voilà. Et puis de ne pas cumuler, ce que je disais aussi, c'est que quand on a dû céder le patrimoine, la question qui nous a été posée, c'est merci de nous remonter 100% des baux. Donc c'est pas 99% des baux, c'est 100% des baux. Bah, remonter 100% des baux quand ils sont en papier, bah, autant vous dire que c'était une usine à gaz. Donc on s'est retrouvé à devoir rappeler le locataire pour leur demander la copie des baux, parce que c'était une obligation qu'on avait vis-à-vis d'AXA. Là, je me suis dit, mais non, c'est pas possible en fait de faire ça. Et puis en tant qu'administrateur de biens, en fait, on a l'obligation, quand le mandat s'arrête, s'il s'arrête un jour, au bout de 20 ans, de restituer l'intégralité de la donnée au futur administrateur de biens. Donc dès le départ, je me suis dit, mais attends, là tu vas commencer, tu as 6 000 logements, tu vas terminer, tu en as 40 000, et le jour où ça s'arrête, il faut que tu sois capable de transmettre 40 000 baux, et pas 120 000, et pas les baux d'il y a 6 ans. Donc c'était aussi un vrai enjeu de se dire, bah, j'ai un client qui rentre, il y a un bail, il s'en va, bah, ça sert à rien de garder le bail plus de X années si au final il n'y a pas de contentieux. Donc la métadonnée permet de gérer ça, en se disant, bah, dans mon ERP, le locataire est parti, bah, quand il est parti, automatiquement, s'il n'est pas en impayé, le bail disparaît et s'archive. C'est génial. C'est pas, j'ai pas 40 baux pour le même logement. Et ça, c'est des choses, quand on nous l'explique, moi j'ai découvert à l'informatique, c'est ce que je disais, je ne connaissais rien à l'informatique il y a 2 ans. Et à travers la gestion, je me suis dit, mais en fait, la gestion, c'est d'abord une question de données, d'organisation, de structuration, de process. Et c'est après d'aller effectivement visser les ampoules. Mais en fait, si on structure bien les choses, en fait, on est capable d'être un très bon gestionnaire. Et on ne va pas gagner des millions d'euros, hein. Mais par contre, la rentabilité, elle se cache là-dedans, en fait. C'est vraiment là-dedans. Les marges de manœuvre, elles sont très faibles avec les honoraires de PM. Hein. Mais en fait, de bien réfléchir à la donnée, bien la construire, et du coup, donner des outils aux collaborateurs, bah, tout à coup, le collaborateur, il ne gère pas 450 logements, bah, il peut en gérer 600 ou 800. Mais c'est les données, et c'est la manière d'organiser la donnée qui fait qu'on fluidifie ou pas le travail des collaborateurs. Oui, tout à fait. Et il y a la doc. Le deuxième truc qu'on voit rapidement aussi, c'est le croisement entre la doc et le RP. L'exemple que vous donniez sur est-ce que j'ai tous mes baux numériques papier, on a un premier référentiel qui est le RP, et puis on va mesurer si le taux de complétude en document derrière est le bon. Voilà, donc c'est tous ces flux. Cette notion de taux de complétude, moi, je ne sais même pas que ça pouvait exister, hein, mais c'est vrai que le fait de relier AltaX, on est capable de dire il me manque 10% Médiag. Et en fait, on est capable du coup ensuite de driver les équipes en disant regarde là-dessus sur tel item, on n'a pas les documents. Donc on est même capable de faire des vérifs régulièrement. Nous par exemple, tous les 3 mois, on fait tourner des moteurs et en fait ça nous dit en disant attention, là il vous manque 10% de vos baux. Là, et du coup on n'attend pas à la fin de l'année ou on n'attend pas de céder le patrimoine pour découvrir qu'il y a des trous dans la raquette. Et ça, c'est quand même la puissance de ces documents et cette manière de les classer et de ces métadonnées qui permettent de faire ça. Parce que le collaborateur, de toute façon, il est pris dans une urgence, le document, il le laisse sur le côté, il l'a scanné, mais pas au bon endroit, et c'est pas grave. Mais ça permet de rattraper, de ratisser, en fait, et de s'assurer qu'en permanence, tout est cohérent, juste, tracé. Et on travaille d'une manière homogène aussi. Ça veut dire que quand des collaborateurs tournent, quand les portefeuilles sont réattribués, il n'y a pas de souci. Oui. En fait, on est capable tous de travailler sur tout le patrimoine et d'avoir un référentiel unique et partagé. Ça, c'est aussi des choses qui sont assez nouvelles. Oui, Claudie ?
Non, mais effectivement, les gains qu'on peut avoir, hein, c'est vraiment toute la partie mise en place de ce qu'on appelle notre BIM de gestion, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. Hein. Et donc arriver à travailler lorsqu'on lance des marchés, hein, des marchés de réhabilitation, arriver à travailler avec de la donnée unitaire juste. Hein. On peut travailler au mètre carré et non plus à des enveloppes forfaitaires. Donc les gains qu'on imagine, on les imagine bien là, hein, par rapport à cette connaissance-là. Et effectivement aussi, hein, comme vous le signalez, travailler sur le turnover de nos collaborateurs, hein, qui peuvent changer de patrimoine, qui peuvent changer de lieu avant de partir sur le terrain. Ils ont déjà une belle image, ils voient le plan, hein, ils voient l'immeuble, ils voient où sont l'entrée, où sont les étages. Donc tout ça, on gagne vraiment en transversalité, en transparence et en efficience pour le travail de nos collaborateurs. Mais c'est vrai que ça demande aussi, d'un point de vue métier, une prise en compte de ces besoins-là par le métier. Hein. Aujourd'hui, nous, chez Promologie, en tous les cas, ça a été un projet un peu SI au départ. Donc, une de mes actions, hein, a été de rendre ce projet crédible vis-à-vis des métiers, hein, de faire en sorte que ce ne soit pas qu'un projet SI. Aujourd'hui, ce n'est plus un projet SI pour moi. Ça a été un projet SI dans toute la phase d'installation et de mise en place des connecteurs avec notre ERP, parce que ça, c'était quelque chose qui était important. Et maintenant, effectivement, on a des personnels dédiés qu'on a recrutés pour ça, un gestionnaire de données BIM qui a la charge de faire vivre ce référentiel et de transférer en tous les cas toutes les informations à l'ensemble de l'entreprise. Donc c'est un nouveau métier qui est apparu chez nous. En vous écoutant, en fait, je m'aperçois que l'un des premiers rapports, c'est d'éliminer, en tout cas d'optimiser, des tâches qui seraient peut-être à faible valeur ajoutée. Et ce qui est intéressant aussi dans la mission, finalement, du logement social ou de l'intermédiaire, c'est que Nicolas Bouzou nous disait qu'il y avait une tension sur les ressources humaines. Mais les gains de temps se ne traduisent pas par vous partez de l'entreprise. Se traduisent par vous montez en compétences, vous augmentez la qualité de service. Et ça, c'est un apport, à mon sens, en vous écoutant, du numérique. Et on est en plein dans la performance. On a une difficulté quand même. Enfin, on n'a pas trop de turnover chez nous. Mais aujourd'hui, la capacité, effectivement, à fidéliser les collaborateurs, à leur donner de la vision, enfin, c'est quand même un enjeu majeur, en fait. Hein. Aujourd'hui, la rotation des collaborateurs dans la gestion, ça peut générer une vraie difficulté. Et en termes de relations clients, il n'y a rien de pire, hein, que d'avoir un gestionnaire qui tourne tous les 9 mois. Donc aujourd'hui, oui, on a un enjeu, en tout cas, je pense, au niveau des managers, de se dire, c'est quoi la valeur ajoutée de mon collaborateur? Comment est-ce que je le fais monter en compétence? C'est quoi vraiment sa valeur ajoutée? Et essayer d'éliminer toutes les tâches qui peuvent être faites par l'automatisation. Souvent, ce qu'on se disait, hein, on a l'impression que c'est un gros mot à chaque fois qu'on dit le mot digitalisation, automatisation, parce que les gens se disent, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais il n'y a pas de souci, en fait. Il y a plein de choses intéressantes qu'on ne fait pas aujourd'hui, et notamment dans le cas de la relation client, qu'on ne fait pas parce qu'en fait, on est accaparé par des petites tâches qui ne servent à rien. Donc demain, toutes ces tâches-là, elles seront faites de manière transparente, et on va gagner du temps en ramenant en fait de la valeur ajoutée, mais humaine. Donc à réfléchir, à se poser des questions, à transformer, à monter un peu plus sur les sujets stratégiques, prospectifs. Et ça, c'est des vrais enjeux, en fait, de se dire comment mes collaborateurs, je les déporte un peu sur des nouveaux enjeux, en fait. Et ils en ont envie, ils en ont peur, c'est certain, parce qu'au final, les tâches répétitives, c'est effectivement usant, mais ça rassure. Ça occupe. Ça occupe, ça rassure. Quand on commence à réfléchir en disant, oui, mais t'as quoi comme idée? Mais tu veux que je réfléchisse? Oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment? Comment le patrimoine, on l'optimise? Ça veut dire qu'on met les gens dans une zone d'inconfort. Et l'inconfort, ça plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui adorent ça. Il y a des gens qui aiment beaucoup moins ça. Et sur la gestion, c'est de se dire aussi, comment est-ce qu'on devient un gestionnaire qui se renouvelle. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a des enjeux qui sont extrêmement importants aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'on fait du logement social ou du logement intermédiaire qu'on doit faire de la gestion has-been d'il y a 30 ans. À un moment donné, tout le monde est en train de se transformer. Donc, il faut aussi qu'on se transforme dans la manière de gérer nos logements, dans le service qu'on apporte à nos clients. On parlait de trajectoire RSE, ESG. Aujourd'hui, les clients d'aujourd'hui, ils ont des besoins qui sont fondamentalement différents. Donc, ils ont envie qu'on les accompagne, ils ont envie de services, ils ont envie d'échanges avec leurs gestionnaires, ils ont envie qu'on leur pousse de l'information sur la consommation de leur logement, de leurs charges, leur capacité à faire des économies. Mais pour être en capacité de pousser tout ça, il faut avoir la data. Et c'est bien nous qui l'avons. Donc, il faut réussir à la pousser, il faut réussir à les aiguiller sur les plans d'action à mettre en œuvre. Il faut faire de la sensibilisation, parce qu'on a beau dire plein de choses, ça passe quand même par de la sensibilisation. Ce ton-là, aujourd'hui, on ne l'a pas.
Parce qu'en tant que PM, on n'a pas ce temps-là. Et je suis persuadée qu'en automatisant tout le reste, on va pouvoir retrouver du temps pour aller sur le terrain, du temps pour échanger avec nos clients et du temps pour travailler sur la satisfaction client. Parce qu'on parle de performance opérationnelle, et évidemment, il y a un vrai sujet de performance opérationnelle, mais la performance opérationnelle, en tout cas chez les bailleurs et dans le logement intermédiaire, c'est aussi la relation client et la capacité d'accompagner son client qui est vraiment en train de se transformer. Nous, on a des gens qui travaillent, ils travaillent toute la journée. Le temps, leur disponibilité, c'est pas la nôtre en fait. Donc c'est pas normal qu'à un moment donné, quand on appelle son gestionnaire, il faille appeler entre 8h et midi. Quand on travaille, on a envie d'appeler son gestionnaire. Quand on rentre le soir dans le métro à 19h, on a envie d'envoyer un SMS. Aujourd'hui, il faut qu'on soit capable, nous, gestionnaires, de se mettre à ce rythme-là, quoi. Sinon, on va être en décalage permanent entre le besoin de notre client et ce qu'on est capable d'offrir, quoi. Et c'est pas parce qu'on est dans le logement social qu'on doit se dire, après tout, le client, il n'a pas le choix. Si, le client, il a le choix et on lui doit un service de qualité, en fait. Donc ça, c'est aussi quelque chose, une vraie transformation dans ce sens-là. Merci. Nous sommes arrivés au terme de vos participations. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle auxquelles nous pouvons répondre sur à peu près 2-3 minutes? Aucune question? Vous avez été incroyablement clair. Vous avez convaincu toute l'audience. Je n'ai plus qu'à vous remercier, puisque je pense que vous avez mis concrètement un regard sur le numérique et la performance. Et sans pour autant, je dirais, dégrader l'organisation de la société, mais plutôt maximiser et donner des perspectives. J'ajoutais juste un élément qui est un élément aussi, on parlait des ressources. Un des bailleurs avec lequel je travaille a pu recruter une personne parce qu'il a pu montrer qu'il s'était digitalisé. Et que c'est aussi une source pour les jeunes et la compétence pour pouvoir les attirer avec un élément qui est le résultat finalement du Covid. Le Covid, c'est on travaille tous en visio, donc le numérique est venu dans nos vies de façon plus rapide qu'avant. Et la deuxième chose, c'est que beaucoup de personnes et de jeunes veulent aussi être utiles dans leur métier. Et si vous pouvez associer l'utilité et le digital, je pense que votre avenir est assuré en termes de perspectives de recrutement. Merci, merci à vous. Merci pour l'invitation.